soir aux Nouvelles nationales d'APTN. La coroner publie un rapport sur la mort de Raphaël Naba-André. Le centre Sanac ouvre ses portes près du Square Cabot. Une nouvelle installation urbaine vous transporte en forêt. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Mardi dernier, Mark Carney a présenté son premier cabinet en tant que premier ministre, composé de 28 ministres principaux et 10 secrétaires d'État. 3 députés autochtones, tous nouvellement élus, y figurent, dont 2 ministres et un secrétaire d'État. Ils ont prêté serment devant la gouverneure Mary Simon. Mandy Galmasti, ancienne grande chef de la nation Cree-Dii-Wishti, a succédé à Patty Hajdu au poste de ministre des Services autochtones. Galmasti a été élue grande chef des Cris en 2021. Au cours de son mandat, elle a cherché à étendre les bases financières de la nation Crie au-delà de l'exploitation des ressources sur son territoire ancestral. Son gouvernement a poursuivi les investissements dans le Sud, notamment en concluant d'importantes transactions immobilières et commerciales à Montréal et à Québec. Galmasti a quitté son poste de grande chef en mars pour se présenter aux élections sous le litige du Parti libéral. Elle a remporté la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU avec une forte marge, 8 points d'avance sur la députée sortante du Bloc québécois, Sylvie Bérubé. Oui, je suis la première autochtone de prendre le rôle. Je suis la première personne qui va regarder les dossiers, regarder les services d'une approche de quelqu'un qui a reçu des services. Et plus important, quelqu'un qui a vécu sa vie dans une communauté autochtone. Ça, c'est quelque chose que les anciens ministres, oui, ils ont donné un service, mais de Ottawa. Moi, je comprends la réalité de quand tu fais une décision à Ottawa, comment ça s'implique dans le niveau de la communauté. Hier, la coroner Stéphanie Gamache a publié un rapport sur la mort de Raphaël Naba-André, un homme Innu de Matimakush Lake John en situation d'itinérance à Montréal. En janvier 2021, André a été retrouvé mort après avoir pris refuge dans une toilette chimique pour échapper au harcèlement policier durant le couvre-feu qui, initialement, était aussi imposé aux sans-abri. André s'est vu refuser une place dans les abris voisins en raison des protocoles liés à la COVID-19. L'autopsie a révélé qu'il est mort d'une hypothermie environnementale. Lors d'une conférence de presse tenue après la publication en ligne de son rapport, la coroner Stéphanie Gamache a déclaré que la mort d'André aurait pu être évitée. Elle présente dans son rapport 23 recommandations pour éviter des situations similaires à l'avenir. Ces recommandations vont de l'importance de la sécurité culturelle pour répondre aux besoins des personnes non logées à la nécessité d'un financement permanent pour l'hébergement d'urgence. Le chef Réal Mackenzie du Matimakush Lake John a fait le voyage de 12 heures pour assister à la conférence de presse. Je dis tout simplement que le dernier recours, s'il reste 1 minute à fermer un endroit pour loger ces gens-là, puis qu'on leur dit qu'il n'y a pas de place, puis que c'est l'histoire d'un appareil. Qui n'aurait pas souhaité mieux coucher à terre que de coucher dehors dans le fret, puis qu'on oublie les règlements, qu'on l'héberge? Il est dehors dans une situation de COVID. C'est inimaginable. C'est une question humaine, ça. Il ne faut pas que ça arrive. Dans ce qui semble être une bonne nouvelle pour certains, d'autres déplorent l'ouverture du Sanac, un nouveau centre culturel à triple vocation de l'arrondissement Ville-Marie. Robbie Purdon présente un reportage de Savannah Craig. Un bâtiment vient d'ouvrir ses portes au public près du Square Cabot, une zone fréquentée par de nombreuses personnes autochtones sans abri. Il ne s'agit pas d'un édifice à condos, mais du centre Sanac, un espace culturel et communautaire qui loge un café, un théâtre, des installations artistiques et une bibliothèque avec la plus grande collection de livres autochtones à Montréal. Le centre Sanac tire son nom du célèbre roman écrit en Inuktitut par Miri Ariuk Napaluk. Sanac means home, and if those that are on the street see Sanac, will they be welcomed in this space? If they are in crisis, will they allow them into the building? Nagouset est la directrice du refuge pour femmes autochtones de Montréal. Take a look behind you about what they're creating. This is a multi-million-dollar condo. En 2021, elle disait à APTN être frustrée par la montée des condos
dans les environs. Maintenant, c'est la façon dont les bâtiments autour du Square Cabot sont utilisés qui l'irrite. Naguset apprécie la célébration de la culture inuite, mais craint que l'on ne se concentre pas assez sur les services offerts aux Inuits non logés près du coin. When they were building the condos and Sanak, because they're all in all the same thing, there was a woman named Elizabeth Putaguk, and she died. She died because she had nowhere safe to stay, and she died. Il rajoute que les multiples organisations dirigées par des Autochtones près du Square Cabot n'ont pas été impliquées dans le processus. Ali Hassan Kurnal n'est pas d'accord. Elle affirme que des organisations dirigées par des Inuits ont été impliquées, mais que ces organisations sont situées à l'extérieur du Square Cabot. So when we started thinking about how this center could be and what meaning it could have, for sure we wanted to include the indigenous community, especially Inuit. Tina Pusukti est directrice exécutive de l'Association des Inuits du Sud du Québec. Right beside the Cabot Square, you have Sanak Center that has a very different image of Inuit that is really showcasing Inuit culture. Selon elle, il s'agit d'un point tournant dans la représentation positive des Inuits à Montréal. Bien que le centre Sanak ne fournisse pas de logement, Pusukti affirme qu'il s'agit d'un espace pour tout. In the center, instead of hiring security guards, they're working with the downtown YMCA to do more of cohabitation and more working with the population and speaking to them about tolerance and cohabitating so that we can have better outcomes. Si certains y voient un pas vers une meilleure représentation des Inuits à Montréal, les défenseurs des Autochtones marginalisés en entendent plus pour le Square Cabot. You have people that are on the streets, people that actually are from the Inuit community, and you've got to pass them to get into a multi-million-dollar community center. I think that needs to change. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Après cette courte pause, nous allons demeurer dans la sphère culturelle avec une célébration et une exploration sensorielle. Découvrez les deux en quelques instants. Bienvenue. La semaine dernière, un établissement important dans le monde des arts de Montréal célébrait leur 25e année d'avoir pignon sur rue. Entre ces quatre murs, un lieu unique et emblématique de la scène artistique montréalaise, le Montréal Art Interculturel, ou MAI. Ici, tous sont les bienvenus, comme le mentionne Camille Larrivée, directrice générale et artistique. Puis en fait, on soutient surtout et on diffuse des artistes de la diversité capacitaire, diversité culturelle, autochtone, artistes vraiment émergents qui présentent des œuvres assez uniques. En tant qu'artiste non-binaire issu de la communauté Innu, elle précise l'importance d'être bienvenue sans compromis. On les accueille comme ils sont, comme elles sont. Je pense que c'est la beauté du MAI aussi. Le 7 mai 1999, le MAI ouvrait ses portes pour la toute première fois. Cette année, il célèbre un quart de siècle de création multidisciplinaire et interculturelle sous le thème de 25 ans d'amour. Cocktails festifs, marchés culturels et performances sont de la partie. Dominique Ireland est fière de danser ici, non seulement pour représenter sa nation Oneida, mais aussi son lieu de travail. Elle y est la médiatrice culturelle sourde. Ici, elle a trouvé un endroit où l'accessibilité n'est pas une arrière-pensée et qui utilise l'expression artistique pour communiquer. Que ce soit les arts de la scène, la danse ou d'autres formes, nous avons chacun nos propres façons de nous exprimer à travers l'art au sein de nos communautés. C'est quelque chose que nous pouvons observer, apprendre. Raconter nos propres histoires, ça n'a pas besoin d'être verbal, ça peut passer par le langage corporel ou d'autres formes de pratiques artistiques. Mais je pense vraiment que l'expression à travers notre corps est essentielle car c'est un moyen de communication puissant. Lara Kramer est d'héritage mix au GCRI et est co-commissaire de la programmation de la saison du 25e anniversaire, une charge qu'elle ne prend pas à la légère. This offering was given to us a few years ago, so we had some time for the, imagining, visioning, and
the practicality of putting it all together. So, yeah, it's a very humbling position to be in, and is an honor for us. Comme pour plusieurs artistes, le MAY est devenu une seconde maison, un espace où l'on se sent assez en confiance pour aborder des sujets sensibles, parfois même difficiles. C'est ici que Kramer a pu s'exprimer, dans une pièce aux côtés de sa mère, sur le fait qu'elle est de la première génération à ne pas avoir fréquenté les pensionnats autochtones. One of my most recent works I showed at the May, which also led me to some of what influenced my programming choices this year, was like a generational work I did with my mother. And that, you know, for me, when I knew I had this sort of carte blanche of, you know, who do I want to bring into this space, I programmed the work Agency. Agency, un des 13 projets de cette saison, met en lumière un duo mère-fils de la nation Tshizina, Seth Cardinal Dodging Horse et Glenna Cardinal. For me, that was really important that they had this space here to show that work, that generational work that does also stem from the legacy of residential school. You know, echoing the processes of healing and how that looks. Mais au-delà des présentations artistiques, ce qui rend ce lieu encore plus singulier sont leurs initiatives comme le programme de résidence en art autochtone. Les artistes autochtones, encore aujourd'hui, même dans une ville cosmopolite comme Montréal, ne sont pas énormément présents. C'est important de leur offrir une voix ou plusieurs voix pour présenter leur travail, aussi leur offrir un soutien plus que juste la diffusion, mais de l'accompagnement. Donc, les aider à écrire des demandes de bourse, à diffuser leur travail par la suite. Je pense que le MAY permet cette plateforme-là. Donc, entre ces quatre murs, il y a vraiment plus que l'on croit lorsqu'on regarde simplement la façade. Je pense que c'est super important que les arts nous offrent cette possibilité-là. Celle d'ouvrir nos esprits, d'apprendre, de s'engager, d'en retirer toutes sortes de choses, et que cet impact-là dépasse largement une seule expérience ponctuelle. Et alors que les arts continuent d'ouvrir les esprits et de laisser leurs traces, le MAY, lui, se prépare déjà pour les 25 prochaines années. Colorées, intrigantes et parfois même interactives, les installations urbaines s'invitent partout dans nos villes. On les croise au détour d'une rue sans toujours connaître leur histoire. Mais celle-ci, on y reconnaît ses origines autochtones. Regarde le jaune-vert, là, c'est cool. Ouais, vraiment. Depuis 10 ans, l'entreprise familiale québécoise Créos promouvoit l'art et métamorphose les espaces publics en destination incontournable. On veut avoir puis créer des moments vraiment de réunion, que dans ce moment-là, on se concentre sur qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent. Oui, là, il manque juste la musique. En collaboration avec une équipe créative autochtone, il propulse une nouvelle installation urbaine qui propose un voyage sensoriel en forêt. Je suis vraiment fébrile aussi que les gens puissent le vivre l'expérience de s'asseoir et de voyager à travers les rêves des 6 saisons Atikamekw. Wedgie Koninut, les 6 saisons, est une création des artistes atikamekw Dave Janis et Julie-Christina Piché, en collaboration avec Ruoma Awashish, Étienne Thibault et Serge Maheu. Le nom est un composé de la combinaison du début du mot pour capteur de rêve en atikamekw et la fin de celui en langue Wolastoqey. 6 capteurs de rêve géants où, comme nous le montre Janis, les gens sont invités à s'installer confortablement afin de déclencher une expérience unique de son et de lumière. On a une bande son pour chaque saison sur laquelle on a travaillé avec un artiste de musique, Innu, qui s'appelle Étienne Thibault. À partir de nos visions de chaque saison, à partir de cette histoire-là, parce qu'on amène les gens en territoire, c'est ce qu'on veut. Il voit ces installations comme un hommage au territoire et aux identités autochtones. Celui-là, il y avait beaucoup plus de billes, puis on était comme ouf. Pour donner vie à ce rêve, Janis et Piché ont collaboré avec des partenaires comme Créos, Houston First et Init. C'est sûr que ce projet-là, on essayait au niveau des choix des matériaux de respecter aussi toute l'authenticité des cultures autochtones. Il n'était pas question de mettre de l'acier, du plastique. On est allé chercher le bois, on est allé chercher le cuir au niveau du tressage, la corde au niveau du tressage. Il était essentiel que ce tressage soit enseigné par une personne de la communauté. La mère de Piché s'en est chargée. Donc, elle a transmis son savoir du tressage, par l'accrocher et le temps
le processus de le faire aussi, c'est pas juste un travail avec un résultat final. Il y a une énergie à mettre quand on réfléchit, on pense à nos rêves, à nos souhaits. Pour nous, c'était une expérience incroyable de pouvoir aller apprendre vraiment les techniques de tressage authentiques puis de quelqu'un de la communauté Atikamekw. Une expérience et un apprentissage unique, c'est ça l'art et le but ultime de ces installations. Une installation comme qu'on vient de créer, tout le monde ensemble, permet cette curiosité-là, puis vraiment d'amener les gens à explorer, à se renseigner, à être, sans le savoir, s'éduquer sur certaines choses. Comme le fait qu'un capteur de rêve, c'est plus qu'un objet décoratif. C'est un objet symbolique, spirituel, traditionnel, très important dans notre culture. Et là, on lui redonne toute sa valeur. Ils vont peut-être avoir un petit peu plus de respect d'où viennent leurs capteurs, est-ce qu'il a été fait par des Autochtones. Pour moi, ça, c'est important de faire réfléchir les gens puis qu'ils apprennent quelque chose à travers notre culture du capteur de rêve. Mirosquawin. Chaque modèle représente une des 6 saisons Atikamekw, du Sicon, le pré-printemps, au Pipon, l'hiver. J'espère que les gens vont être au rendez-vous puis qu'on va faire aussi découvrir les Autochtones de l'Est au reste du pays, mais aussi aux États-Unis. Wadji Kuninut fera sa première aux États-Unis le mois prochain et à l'automne, son grand retour au Québec. Une unité, c'est difficile de dire c'est laquelle la préférée. Presque impossible. J'ai trop hâte de les essayer. Au retour de cette courte pause, la météo était parfaite cette semaine pour Paul John Murdoch, un avocat cri voyageant de l'Est à l'Ouest du pays au dos de sa motocyclette. Découvrez ce qui l'a inspiré alors qu'on s'arrête un moment avec lui après cette courte pause. Bienvenue. En entrevue cette semaine, un homme de Wemindji qui entreprend une excursion d'un océan à l'autre en motocyclette. Il s'est joint à nous un peu plus tôt avant de quitter Kahnawake. Bonjour, Mr. Paul John Murdoch. Bonjour. Je te lance la première question tout de suite. Parle-nous des 2 personnes qui t'ont inspiré à faire ce voyage. En planifiant cette expédition, premièrement, il faudrait que je remercie Robbie Tupayatik de Chisasibi puis Derek Jeremy Enish, parce que c'est eux qui m'ont donné le goût le goût et la confiance de prendre des grandes expéditions. Et c'est l'expédition qu'eux ils ont organisée des Premières Nations en motoneige. C'est la première fois que j'ai remarqué que, comme communauté autochtone, on est vraiment isolé et on ne fait pas assez pour se visiter puis voir les territoires de nos frères et sœurs. Vous dites confiance. Est-ce que vous avez eu des doutes ou des peurs par rapport au voyage? Je dis confiance que Robbie et Derek Jeremy Enish m'ont donné, mais c'est avec eux que j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir trop peur du défi. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu stressant, puis je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Surtout dans le délai. Ça, c'est peut-être déjà, j'ai même pas la moitié faite, puis c'est déjà mon premier regret, d'essayer de faire d'un bord du pays à l'autre en arrêtant dans des communautés autochtones en 18 jours. C'était peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est ça le calendrier que je me suis donné. Mais ça brise le cœur quand tu vois une communauté, comment ils sont belles les communautés, puis malheureusement, moi, je peux pas rester plus longtemps que même pas 1 heure des fois. Alors, c'est triste, mais ça me donne le goût de refaire l'expédition, peut-être province par province, puis vraiment prendre le temps de chaque communauté, parce que nos communautés sont pas mal incroyables. Une carte topographique au Musée de l'aviation de Winnipeg a aussi joué dans votre désir d'entamer cette péripétie, non? C'est sûr que c'est Robbie et Derek qui m'ont donné le goût de prendre des expéditions. Puis il y a quelques années, j'ai trouvé une carte produite par une cartographe autochtone, Margaret Wickens Pierce de l'Université de Maine. Puis ça s'appelle Coming Home. Puis c'est vraiment incroyable comme carte. On peut trouver en ligne. Ils ont pris Canada, ils ont gardé les autoroutes, ils ont enlevé toutes les frontières,
tous les noms non autochtones et c'est juste des places puis des noms autochtones. Et je me suis devenu obsédé par cette carte-là parce que comme quelqu'un qui parle cri, et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui parlent 1000 fois mieux que moi, mais en parlant en cri, puis en étudiant la carte, j'ai remarqué que cri comme une famille, dans la famille linguistique algonquin, c'est fou. Comment on a des mots, il y a des mots pour des places que je ne savais même pas que c'était écrit. Comme hier, j'étais à Oka. Moi, j'ai toujours pensé Oka, c'était un mot Mohawk. Finalement, c'est un mot algonquin qui veut dire doré ou gao. Et c'est pour ça que ça a ce nom-là. Puis il y a plein d'autres places. Jusqu'en Alberta, j'ai trouvé des liens linguistiques avec ma communauté. Alors, c'était vraiment inspirant. Je voyais des gens faire des tours de Canada et des fois, ils vont de Terre-Neuve, puis la première fois qu'ils vont mentionner des Autochtones, c'est en Alberta. Et je me disais, mais moi, je vais faire le peu que je peux faire pour démontrer aux gens que la toponymie autochtone, c'est partout et complètement intégré dans le toponymie canadien. Vous avez décidé de partir de la communauté la plus à l'est du pays et de voyager jusqu'à celle la plus à l'ouest. Vous avez presque fini avec la portion est. Est-ce qu'il y a eu des surprises jusqu'à maintenant? Oui, peut-être une des plus belles surprises, et ça m'a fait mal au cœur, c'est quand j'ai arrivé à Pessamit. Parce que j'ai passé Pessamit sur l'autoroute. Tu vois une affiche. J'ai réussi à avoir un tour du communauté par Doreen Picard. Et wow, quelle belle communauté. Il y a des chutes, il y a des plages. Et c'est un autre exemple où on ne fait pas assez pour apparaître nos communautés. C'est vraiment un bijou. Et c'est là où la première fois que j'ai senti, ouf, oui, 18 jours, c'est trop court. Que espères-tu que les gens prennent de ton expérience? Pour les gens de USG, les membres de ma communauté, j'espère que la prochaine fois qu'ils voyagent, ils vont lire les pancartes un peu plus attentivement, puis ils vont s'identifier avec les lieux, puis ils vont découvrir qu'ils sont pas mal chez eux, presque partout. Et vous en ressortez quoi? Ouf, ça c'est une grosse question. Sur toutes les expéditions que j'ai prises à date, motoneige, Sea-Doo, marché de Wemidji à East Main, une chose c'est sûr, c'est les liens. Les liens avec les personnes que je vais rencontrer. Un peu la raison pourquoi j'ai choisi le nom Niji pour l'expédition. Parce que même sur l'expédition de motoneige, même si on était de différentes nations, tout le monde commençait à utiliser ce mot assez vite entre nous. Alors, des nouveaux amis, mais j'ai même pas la moitié faite et déjà je m'ennuie pas mal de USG. Alors, une plus grande appréciation puis amour pour mon territoire, je pense que ça va être pas mal sûr comme résultat. Sur ce, on va devoir se laisser. Je vous souhaite une bonne continuation, de belles découvertes et de nouveaux amis en chemin. Merci beaucoup pour votre temps et pour trouver un intérêt dans cette histoire. J'apprécie beaucoup votre temps. Ceci conclut les nouvelles nationales de cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé. On se rejoint ici même la semaine prochaine. À vrai dire, ce sera une édition spéciale de Investigates. D'accord, Mick?